Bonjour Bassam Tahan. Bonjour Frédéric Saillot d'Eurasie Express. Nous voilà à nouveau réunis pour une nouvelle émission suite à la réunion restreinte, a-t-il été dit, des ministres de la coalition anti-État islamique qui a eu lieu hier. Alors ce qu'on peut dire, c'est que rien de bien nouveau n'a ressorti de cette réunion qui par moments a ressemblé à une nouvelle réunion des amis de la Syrie auxquels on a été habitué. Notons d'abord qu'il y avait de grands absents, la Syrie précisément, l'Iran qui n'est quand même pas un des moindres acteurs dans la région et la Russie. Deux aspects à mon sens ressortent de la déclaration finale et des éclaircissements qui ont été donnés soit par des responsables du Parti socialiste, soit par Fabius ce matin même sur France 2, c'est que la coalition a pour ambition de régler en partie, principalement, le problème posé par l'expansion de l'État islamique par des moyens politiques. Le deuxième point qui ressort de cet ensemble de négociations, de discussions, c'est que la lutte contre l'État islamique que la coalition prétend éradiquer est présentée comme devant être de longue durée. Alors Bassam Tahan, sur le premier point, est-ce que vous pensez, en tant que spécialiste du Moyen-Orient, que la coalition a les moyens de ses ambitions pour un règlement politique de la situation au Moyen-Orient causée par l'extension de l'État islamique? Vous savez, règlement politique, oui et non. C'est-à-dire, si on voit les déclarations, on écoute les déclarations à la fin, ils parlent de quoi? Ils parlent par exemple... Alors serrions les problèmes. Concernant la Syrie, ils veulent imposer à nouveau un régime de transition sans Bachar el-Assad. Alors l'absence de Bachar el-Assad du règlement n'est pas citée précisément dans le règlement, mais les commentaires sont allés bon train hier soir et ce matin avec Fabius, disant qu'il fallait que ce gouvernement provisoire réunisse des gens de l'opposition, des gens du gouvernement actuel, mais sans Assad. Que pensez-vous de cette perspective? Je crois que pour Fabius, il croit avoir fait un pas en avant et avoir mis un peu de l'eau dans son vin. Mais je ne pense pas que c'est faisable. On ne peut pas dire à Assad, au bout de 4 ans de combat, Monsieur le Président élu légalement, vous allez dégager et vous allez garder des gens de votre gouvernement ou des membres de votre communauté. Non, c'est un peu vouloir faire une ouverture sans assumer réellement l'ouverture. Voilà ce que je dirais. Je pense qu'Assad ne quittera pas de sitôt et c'est toujours la lecture de Genève 1, une lecture faussée qui est toujours proposée par Fabius et soi-disant l'opposition qui au bout de 4 ans, enfin au début elle ne représentait rien, alors au bout de 4 ans de combat où elle est entièrement absente, elle ne représente strictement plus rien. Voilà. Alors l'argumentation de la coalition, c'est de dire que d'une part, Assad est incapable de lutter contre l'État islamique et d'autre part, qu'il a démontré une absence de volonté de lutter contre l'État islamique. C'est-à-dire, on l'accuse de ne pas vouloir lutter. Et ça, c'est un peu pervers, mais c'est exactement l'attitude de la coalition vis-à-vis de l'État islamique. La coalition ne veut pas vraiment lutter. Hein? Elle adopte la même tactique qu'Assad. Je m'explique. Vous voyez, Daesh en ce moment s'attaque à Al-Nosra, qui est la filiale d'Al-Qaïda en Syrie. En attendant, Assad bombarde Al-Nosra, mais ne bombarde pas Daesh. Mais vous comprenez, là, c'est une tactique. C'est-à-dire Al-Nosra va être attaqué et par Assad et par l'État islamique. Vous me dites, et pourquoi il n'attaque pas l'État islamique? C'est pas qu'il
qu'il n'en ait pas les moyens. Il se peut qu'au bout de 4 ans de guerre aussi, l'armée syrienne a montré quelques faiblesses. C'est tout à fait normal. Il y a, à mon avis, rien de dramatique pour l'armée syrienne libre, loyale, j'entends. Alors, on reproche à Assad exactement ce que Assad a reproché à la coalition. C'est-à-dire, ça va faire quand même plus de 10 mois, le nombre de raids aériens, c'est 4000. C'est quoi 4000 raids? Vous savez que dans les guerres israélo-arabes, il y avait parfois 3000 raids en une journée et demie. Hein? Alors, arrêtons. Ce n'est pas convaincant et ça montre, si vous voulez, un homme faible au sommet de la pyramide de la diplomatie française et qui était un peu le pivot de cette réunion. Donc, dire que Assad ne veut pas s'attaquer à Al-Qaïda, c'est exactement, on peut faire le même à l'État islamique. Excusez-moi, à l'État islamique, c'est le même reproche qu'on peut faire à la coalition. Et c'est plus pertinent quand on le fait à la coalition, parce que finalement, Assad, c'est un petit pays, la Syrie, il ne faut pas exagérer. Hein. Alors que la coalition, dans l'arrière-garde, il y a 80 pays, et là, un comité réduit, c'est quand même 22 à 24 États et organisations internationales. Hein. Alors, ça, c'est est-ce qu'il est capable ou pas? C'est fort possible que, avec tous les djihadistes qui débarquent de Turquie, et au bout de 4 ans de guerre, que l'armée syrienne légale soit essoufflée. L'armée syrienne, par jour, a près de 200 points de contact avec l'ennemi. Dites-moi dans quelle guerre, dans un petit pays, une armée a pu tenir comme cela. Regardez l'exemple de l'armée irakienne. Jusqu'à maintenant, l'armée irakienne ne fait que reculer. Et elle a été entraînée par les Américains. Je vais vous dire une chose. Moi, je préfère l'armée syrienne qui a été entraînée par les Soviétiques d'abord et les Russes. Ou alors, c'est que les Américains n'ont pas fait leur boulot en Irak. Hein? Voilà. Vous dites que la coalition reproche à Assad et au gouvernement syrien ce qui lui est à elle-même reproché. Il y a notamment dans le discours anti-Assad qu'on a entendu hier et aujourd'hui, le fait qu'on a entendu à nouveau, le fait qu'Assad aurait libéré les terroristes qui ont formé les rangs de l'État islamique en Syrie. Et on a à nouveau prononcé le chiffre de 200 000 morts dont Assad serait responsable. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Alors à propos des gens qui ont été libérés, vous voyez, si on ne les libère pas, on dit « et les droits de l'homme ». Et si on les libère, on vous dit « ah oui, mais vous libérez des terroristes ». Maintenant, venons aux chiffres. Il a libéré combien d'islamistes? Admettons, quoi? Une centaine? L'opposition dit, et ces chiffres sont erronés, qu'il aurait libéré 500. Alors dites-moi, aujourd'hui, quel est le nombre des groupes islamistes en Syrie? Ça se compte par dizaines de milliers. Et que je sache, Assad n'avait pas en prison des Tchétchènes, il n'avait pas en prison des Tunisiens, il n'avait pas en prison des Afghans, des Somalis, des je ne sais qui. Hein? Non, là je crois, ça c'est pour le premier mois du nombre. Maintenant, le second c'était, pas le nombre, le chiffre, mais... 200 000 morts. Ah oui, alors venons aux 200 000 morts. Il y a jusqu'à maintenant entre 50 et 60 000 hommes morts de l'armée et des services de sécurité, de la police, des gendarmes syriens. Il y a beaucoup de civils, c'est vrai, mais qui c'est qui bombarde les civils? Est-ce uniquement, comme ils le prétendent, Assad? Non. On a vu, il y a quelques semaines de cela, le nombre de missiles qui se sont abattus sur les quartiers civils d'Alep. Il en est de même dans d'autres villes.
Quand ils se sont attaqués à Kessab, qu'est-ce qu'il y avait à Kessab, cette petite ville arménienne qui reste de la Cilicie? Il y avait de braves gens, de villageois qui cultivent les olives, les lauriers, les pommiers, c'est tout. Et il y a eu quand même des morts. Homs, pareil, des bombardements quotidiens, c'est-à-dire que leur tactique, c'est envoyer contre un barrage de l'armée légale un camion bourré d'explosifs. Suite à cela, on bombarde ces quartiers civils, puis on s'installe dans les quartiers civils apeurés où il ne reste plus grand monde, et ça se transforme, n'est-ce pas, en plateforme des islamistes pour massacrer la population civile des quartiers qui sont situés un peu plus loin que le quartier conquis. Je vous décris la situation de toute ville syrienne aujourd'hui. Voyez? Alors dire que c'est Assad qui a sur la conscience, enfin, c'est un discours avec lequel on nous a bassinés depuis 4 ans. Avec, vous vous souvenez, le voile blanc de Syrie, de je sais pas quoi, ça a été financé par les mairies, par le gouvernement socialiste, c'était tout au début. Et on colportait ces renseignements. En plus, toutes ces informations viennent de Coventry en Angleterre, où il y a un certain Rami Abdelrahman qui, à lui tout seul, représente l'OSDH, c'est-à-dire il donne des nouvelles de Syrie en disant qu'il a tout un réseau. Maintenant, c'est vrai que les médias syriens sont faibles et n'ont pas pu opposer à cet agent des services secrets britanniques une bonne information. Il faut dire aussi que moi je suis admiratif du fait que la Syrie tienne toujours. Les gens reçoivent leur salaire, les islamistes coupent l'eau et l'électricité, le gouvernement syrien essaye d'y remédier, ouais. Il se retire quand il ne peut pas lutter. Enfin, je ne vois pas pourquoi on continue à nous dire, à nous chanter cette chanson, Assad le boucher de Damas, Assad le tyran, Assad le dictateur. Dites-moi, honnêtement, je ne pense pas qu'Assad soit un ange, hein? Mais entre Assad et le roi du royaume saoudite, je préfère Assad, vous voyez, parce que la dictature, elle est plus du côté des pays de la coopération du Golfe à qui on vend, des pays qui n'ont même pas de constitution, hein, et je salue ce courage de ce jeune docteur qu'est Bachar el-Assad, qui tient tête, c'est vraiment un héros digne du tiers-monde. Justement, dans le discours anti-Assad qu'on a entendu à nouveau hier et aujourd'hui, il est dit que Assad ne représenterait maintenant, au terme de ces 4 années, il ne représenterait plus que lui-même, que les Alaouites, que même les Alaouites, donc qui est sa communauté d'origine, ne le soutiendraient plus, qu'il ne reste au pouvoir que soutenu à bout de bras par l'Iran et par la Russie, et que, par opposition à cela, l'État islamique détient 80% de l'économie syrienne. Donc que répondez-vous à ces éléments aux éléments de ce discours? Alors, je vous prends toujours comme exemple la ville d'Alep que je connais bien. Jusqu'à maintenant, il y a des quartiers loyalistes. Or, ces quartiers loyalistes, il y a des musulmans sunnites. À Alep, il n'y a pas de chiites. Hein. Il y a des chrétiens, des kurdes et des musulmans sunnites. La majorité est musulmane sunnite. Très bien. Alors, expliquez-moi si c'était vraiment vrai ce qu'il racontait. Comment ça se fait que à peu près la moitié de la ville reste fidèle à Assad, alors que la population, la majorité des chrétiens a quitté, donc ceux qui restent, c'est un réduit chrétien et une majorité de sunnites. Alors, il serait beaucoup plus facile à ces sunnites de lever les mains, dire hey, « entrez, nous sommes avec vous, État islamique, nous sommes musulmans, intégristes ». Ils ne le font pas. Pourquoi? Non. Il en est de même d'autres villes. Venons à la côte. Vous savez, la côte, il y avait à peu près 2 millions. 2 millions. Aujourd'hui, la côte
55 millions. De Qui réfugiés. est là-dedans? Qui est dans cette côte syrienne, là où sont les Alaouites traditionnellement? C'est tous les réfugiés sunnites persécutés qui viennent d'Azaz, la ville au nord d'Alep, de Homs, de Hama, de Damas, de tous les villages, parfois kurdes, parfois ismaéliens, parfois chiites, mais souvent sunnites. Et remarquez que depuis 4 ans, on n'a pas entendu le moindre accrochage entre cette population chrétienne et alaouite de la côte, et arménienne également, avec les réfugiés sunnites qui sont aujourd'hui plus nombreux que la population locale. Vous voyez, ça on l'oublie. Mais pourquoi? Mais c'est toujours pareil. Les médias en France, on vous appelle souvent de faux spécialistes ou des spécialistes, mais comment dire, qui ne connaissent pas la réalité, qui ont lu peut-être l'article de l'encyclopédie je ne sais quoi sur la Syrie, la population, et qui vous débitent des inepties. Mais ils ne voient pas la réalité. Hein. Ça éclate aux yeux qu'aujourd'hui, toute la côte, la majorité est sunnite, réfugiée. Et il n'y a pas eu d'accrochage et ils sont là. Non, franchement, c'est... Et je me demande si parfois les médias, je ne sais pas, font exprès d'inviter des gens comme ça pour lui dire des choses à la limite, au ras des pâquerettes. Hein, c'est qu'ils sous-estiment les auditeurs français. Voilà. Pour continuer sur les ambitions de la coalition en termes de règlement politique de la situation, que pensez-vous des objectifs fixés de réconciliation des communautés en Irak et de l'intégration des tribus sunnites dans le combat contre l'État islamique, quand on sait que l'État islamique en Irak est structuré par les responsables du régime de Saddam Hussein et notamment les responsables militaires qui sont une des causes des succès militaires de l'État islamique. Alors vous posez là le problème général des minorités qui a été soulevé dans le communiqué final de cette réunion. Donc parlons minorité. La première chose aussi qui est choquante, c'est que les pays présents et non absents, parmi ces pays-là, vous avez des pays champions de la persécution des minorités, à commencer par la Turquie. La Turquie persécute les Alévis depuis l'Empire ottoman. La Turquie persécute les Kurdes. La Turquie aujourd'hui persécute les laïcs, oui, parce qu'il y a une islamisation à la base. La Turquie persécute tous les musulmans de Fethullah Gülen, qui était l'allié d'Erdogan avant. Ce sont des minorités persécutées aujourd'hui. Je ne parle que de la Turquie. Venons au Royaume saoudite. Quelle est la politique du Royaume face aux 1 million de chiites qui sont à Qatif, là où il y a eu l'explosion? Pareil. Nimr al-Nimr va être condamné à mort. Hein? C'est le leader qui a contesté, qui a revendiqué. Qui c'est qui est entré au Bahreïn pour mater le printemps arabe au Bahreïn? C'est les forces de ce qu'on appelle en arabe Bir al-Jazira, c'est-à-dire la cuirasse de la péninsule arabique. Ils sont entrés justement ayant eu peur que Bahreïn saute, c'est un peu le verrou du pays du Golfe. C'est pour cela qu'ils se sont dépêchés d'entrer au Bahreïn et d'allumer la guerre en Syrie, si on remonte au début des événements. Et je continue. Prenez d'autres pays qui participent. Le Qatar, c'est pareil. Quel est le traitement que qu'offre le Qatar aux travailleurs népalais? Dites-moi. Et puis après on vient, ou alors la France, oui, la France, qui est le lieu de cette réunion, qui a donné des armes aux islamistes qui ont massacré yézidis, kurdes, arméniens, chrétiens, sunnites, ismaéliens en Syrie, et qui vient dire oui,
il faut bien traiter les minorités. Mais franchement, mais il faut respecter les gens. C'est des paradoxes insolubles. Les islamistes de Syrie seraient bons et ceux d'Afrique seraient méchants. C'est quoi cette politique étrangère? Non, là je crois que c'est incongru même. Quand on écoute ces déclarations, on dit... Alors maintenant, écoutez, moi dès le début, avant que les yézidis et les minorités aient été attaqués, j'ai fait un appel avec Cheminade en disant... Jacques Cheminade. Jacques Cheminade, qui va prendre la défense de ces minorités en Orient. C'est 3 ans après qu'il y a eu une déclaration des affaires étrangères et du président de la République. Hein, ils ont un peu rattrapé le train en disant oui, les chrétiens, mais sur le terrain, il n'y a rien eu de fait. Alors, les minorités en Irak, venons aux sunnites. Très bien. Qui c'est le premier qui a dissous le parti Baas, qui était à majorité sunnite? Tout le monde sait que Saddam est sunnite et que ceux qui gouvernaient l'Irak avant l'entrée des Américains, c'était la minorité sunnite. Ça remonte à la révolution arabe de 1916, avec les Hachémites qui à un moment donné ont gouverné l'Irak. C'est ça, si vous voulez, je vous donne l'origine historique de la présence de la minorité sunnite au pouvoir. Arrive le Baas qui persécute les Kurdes dans le nord, vous voyez? Alors, les Américains veulent installer la démocratie. Mais c'est tout à fait normal que les chiites d'Irak gagnent les élections, puisqu'ils sont les plus nombreux. Alors là, c'est vrai, il se peut que Maliki ait commis des erreurs. Hein? Il faut voir aussi que certains sunnites ne veulent pas simplement être au pouvoir, ils veulent tout le pouvoir. Ils sont nostalgiques de l'époque de Saddam, parce que quand vous grattez ce vernis, les plus fanatiques vous diront « Mais comment on va se faire gouverner par des chiites, des infidèles ?» Alors là, écoutez, c'est un problème qui dure depuis 14 siècles. C'est pas aujourd'hui, n'est-ce pas, en disant au Premier ministre irakien Abadi « Il faut que tu intègres plus de sunnites, que ça va être résolu. » Et en plus, ils le font chanter, c'est du chantage. Prenez les contrats d'armement et l'aide. On ne vous donne pas des F-16, mais il faut intégrer les sunnites. Mais vous n'avez pas intégré les sunnites assez, donc il n'y aura pas de F-16. On ne vous donne pas d'hélicos tueurs de chars. Pourquoi? Pour la simple raison que les sunnites ne sont pas assez représentés. Mais en même temps, hein, on aide l'État islamique. On sait très bien que les anciens généraux de Saddam sont dans cet État islamique. Et ils font pas vraiment partie de l'État islamique. Ils se battent, eux, pour d'autres idéaux. Ils se servent de l'État islamique. D'ailleurs, moi, je prévois qu'un jour, cet État islamique va éclater de l'intérieur. Parce qu'il y a des gens, une fois, si jamais ils gagnent des batailles et tout, le problème du butin, de l'avenir de l'Irak, va être la pomme de discorde entre eux, vous voyez? Donc, ça montre encore un manque d'expertise à l'Élysée et au Quai d'Orsay, mais énorme. La connaissance de cet Orient compliqué, comme disait le grand général Charles de Gaulle, c'est une indigence. Quand on voit, on se dit, mais où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Où sont leurs experts? Où sont leurs... Et ça ne m'étonne pas après que ça se retourne contre nous avec le fait islamique en France, avec le retour des djihadistes, avec le départ des djihadistes. Tout ça est lié. C'est maintenant qu'ils veulent régler tout ça dans... Non, ça sent le réchauffer, cette réunion. Alors justement, venons-en à l'autre aspect qui ressort de cette réunion, c'est la déclaration selon laquelle la lutte contre l'État islamique devait s'installer dans la durée. Cette réunion n'a-t-elle pas abouti d'une certaine manière à une reconnaissance de fait de l'État islamique qu'on a laissé s'installer depuis 1 an? Vous avez fait référence aux livraisons d'armes, à certaines facilités accordées par certains États occidentaux.
Quelles sont les arrière-pensées de cette coalition concernant l'État islamique? C'est très bien vu. Je vous remercie de me poser cette question. Vous vous souvenez, au début, Fabius et Juppé nous disaient que les défections allaient être nombreuses et qu'Assad n'avait que pour quelques jours. Les jours d'Assad étaient comptés, voilà l'expression. Donc, comparez cela maintenant avec quand on vous dit « Ah non, c'est un long combat, ça va durer ». Tout simplement, pourquoi on dit ça? C'est parce que, en fait, c'est une carte de pression sur tous les États de la région. C'est une carte de pression contre les Russes, c'est une carte de pression contre l'Iran, contre Assad, contre l'axe de la résistance, contre le Hezbollah. En même temps, c'est une carte de pression contre le gouvernement irakien. En même temps, on vend des armes. Donc, c'est tout bénef pour l'Occident que cet État islamique, sorte d'épouvantail ou de monstre qui a été créé par, en grande partie, les services secrets américains, on lui donne tous les moyens de survivre et de perdurer. Hein? Là, au moins, la guerre n'est pas chez nous, elle est ailleurs. Hein? Donc, c'est vraiment, je dirais, une grave erreur d'avoir dit ça. Hein? Ça légitime, comme vous dites, et en plus, il a pensé trop fort. Bassam Tahan, revenons sur la déclaration donc, qui a été produite, rendue publique hier. Elle fait référence à un moment, dans son article 3, aux crimes épouvantables commis par l'État islamique. Et j'ai été choqué par un terme qui a été utilisé, c'est le terme équivalent. Je cite. Donc les membres de la coalition ont à nouveau condamné la stratégie sectaire d'assassinat et de destruction de Daesh, ses atrocités et ses crimes, dont certains équivalent à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. Ne trouvez-vous pas cette formulation choquante dans la mesure où ces crimes sont réellement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dont l'atrocité a été amplifiée par les vidéos postées par l'État islamique? Est-ce que, et là on rejoint la question précédente, est-ce que la coalition est déterminée à ce point de lutter, y compris sur le plan idéologique, contre l'État islamique, parce que des crimes contre l'humanité sont passibles d'un tribunal international? Dire que ces crimes sont équivalents, c'est retarder l'échéance d'un procès international. Ne pensez-vous pas qu'on a affaire là à une stratégie avec l'arrière-pensée de laisser, sinon se développer, en tout cas s'installer, cet État islamique au Moyen-Orient et ailleurs, oui, notamment en Libye? Vous savez, moi ça m'a laissé comme vous perplexe. Pourquoi on hésite à nommer un chat un chat? Quand on vous montre quelqu'un de l'armée syrienne libre ou islamiste ou je ne sais quoi dévorer le cœur d'un soldat loyaliste syrien, ou qu'on vous montre que les femmes yézidis ou turkmènes ou autres ou chrétiennes sont vendues comme des esclaves de guerre, ou quand on vous montre tous ces crimes contre les civils, des bombardements aveugles où on utilise le chlore, ça a été attesté par les organisations internationales, hein, style Human Rights Watch et autres. Alors là, je crois que peut-être ils ont conseillé à Fabius d'être un peu modéré. Parce que comme au début de cette guerre, il a fait des déclarations à l'emporte-pièce, que vous vous souvenez, Assad n'avait pas le droit de vivre sur terre, enfin il y avait plusieurs, ou que les islamistes font du bon boulot. D'ailleurs, au passage, remarquez les contradictions. Quelqu'un qui au début disait que les islamistes faisaient du bon boulot, hein, et il a été poursuivi ici en France au tribunal. Il y a eu un procès contre lui pour ses déclarations et les crimes qu'il aurait commis. Là, ce n'est pas, enfin je mets ça au conditionnel, et en même temps là, c'est lui-même qui émet un doute en nuançant.
C'est le propre du langage diplomatique, c'est d'être nuancé. Mais je crois là, encore une fois, le langage n'est plus diplomatique. Il incrimine celui qui le prononce, hein, il l'accuse. Hein, parce que les gens ici, ceux qui suivent les télés, qui écoutent, ils n'ont pas la mémoire courte et ils n'ont pas oublié les déclarations de différents responsables français au début de la crise syrienne, quand même. Donc, je vous dis, ça me laisse perplexe, je n'ai pas vraiment d'explication, mais tout comme vous, et je crois que tout comme n'importe quel téléspectateur qui a entendu ça, va s'étonner, quoi. Pourquoi cette attitude alors hésitante, alors qu'on n'hésite pas à envoyer des armes aux islamistes en Turquie pour les faire passer en Syrie, et on voit des missiles Milan fabrication française avec des caméras infrarouges, des gilets pare-balles français qui se vendent au marché noir, à Alep et dans tout le nord de la Syrie. Bassam Tahan, j'ai une dernière question à vous poser pour essayer de réfléchir à la question posée par l'État islamique dans la région. Pensez-vous que la coalition a des chances d'intégrer l'Iran, comme Fabius et les responsables du Parti socialiste l'ont laissé entendre en commentant la déclaration de Paris d'hier? Pensez-vous que la coalition a des chances d'intégrer l'Iran dans leur projet de règlement politique de la situation au Moyen-Orient? Je pense qu'il y a une répartition des rôles. Ceux qui ont déjà intégré l'Iran, ce sont les États-Unis. Voyez-vous. Les États-Unis ont des contacts fréquents et très francs avec les Iraniens concernant l'État islamique. On sait ça. Il y a eu même des déclarations de différents responsables américains là-dessus, et qui montrent que Bagdad n'est pas tombé parce que l'armée iranienne était là, hein, ou au moins des experts. Voyez-vous. Maintenant, le mauvais rôle que doit jouer la France est illustré par l'attitude de Fabius, qui laisse traîner cet accord avec l'Iran et qui montre l'Iran comme ennemi et à la limite parallèle, le pendant de l'État islamique, ce qui est